Je vous propose de commencer, il est 20h tout pile. Alors, je vais commencer du coup par l'émargement et l'appel. Alors, moi je suis présente, pas de souci. Jackie Desserre, est-ce qu'il est arrivé? Non. Laurent Sutereau. Jean-Claude Ami. Corinne Bourrel. Michel Champy. Ingrid Liénard. Jean-Paul Tricot. Céline Aubert. Mahmoud Benkachou. Françoise Chantoiseau. Alexandra Corbeau. Philippe Delaunay. Louis-Jean Nicolaï, présent dehors en train de téléphoner, je crois. William Deroy est absent et a donné pouvoir à Madame Graziella Gann. Graziella Gann. Morgane Garot. Pas là, Morgane. Anaïs Sérin. Rosemarie Ledru. Jean Le Gallet. Gérard Lemoine. Michel Néron. Pascal Renoux. Annie Bouteloup est absente et a donné pouvoir à Monsieur Forestier. Monica Breton. Claude Éveillot. Jean-Marc Forestier. Roland Frison. Sonia Potier. Parfait, nous avons le quorum, donc je vous passe la liste d'émargement. Nous avons besoin ce soir donc d'un ou d'une secrétaire de séance. Qui était le dernier secrétaire de séance? C'était Céline qui s'était proposée avec... voilà. Et donc nous avons besoin d'un homme qui veut bien être secrétaire de séance ce soir. Ne vous bousculez pas. Allez, monsieur Nicolaï, merci beaucoup. Et secrétaire de séance. Alors, nous allons commencer par l'approbation du PV du 25 octobre 2021. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des corrections à amener sur ce PV? Non? Je vous propose du coup de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous allons donc voir l'ordre du jour. Donc, le suivant, l'approbation, on vient de le faire. En affaires générales, nous avons un sujet sur l'éclairage public de la ville. Les affaires financières, donc nous avons des tarifs communaux 2022, des demandes de subventions, des ouvertures de crédit, des décisions modificatives, une délibération fixant une exonération en termes de taxes d'aménagement, audit et amélioration de la qualité de l'air dans les écoles. En ressources humaines, nous avons une délibération sur le temps de travail, l'approbation du règlement intérieur du personnel, l'augmentation du temps de travail d'un adjoint technique, renouvellement de l'agrément et création de 2 missions de service civique, création d'un poste d'adjoint administratif à temps complet. Et je tourne la page. En urbanisme, nous avons le guichet numérique des autorisations d'urbanisme, une cession de local, une autorisation de dépôt d'un permis de démolir, une intégration de la parcelle AK 176 dans la voirie communale. Et puis en informations diverses, donc mes décisions prises et des informations diverses, et nous finirons par des questions. Je vous propose de passer aux voix l'ordre du jour. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et donc, nous allons commencer ce conseil. Alors, le premier point, donc, c'est l'éclairage public de la ville. La commission environnement, urbanisme et petites cités de caractère a lancé un projet de modification des horaires d'éclairage public. Donc, cette démarche est réalisée dans le cadre de la volonté de la collectivité de diminuer les impacts écologiques, évidemment, en améliorant la vie nocturne de la faune et de la flore, de s'inscrire dans le label Ville et Village étoilés, environnemental en diminuant les consommations électriques et économique avec la diminution des consommations qui entraînera donc une diminution des factures d'énergie pour la commune. Je souhaite recueillir l'avis du conseil municipal avant de lancer une consultation de la population sur Vouter, bien évidemment, puisqu'il y a modification de l'éclairage, c'est important quand même qu'on se positionne tous et qu'on ait un avis. Donc on a des propositions à vous faire et donc je vous propose de passer aux voix ces propositions lorsque je les aurai détaillées. Donc la première proposition, c'est du lundi au jeudi, donc c'est considéré comme semaine de travail, d'accord? On est en dehors des week-ends. On vous propose donc soit de couper la lumière, parce qu'il faut être clair, hein, de couper la lumière en ville à 23h ou à 23h30 et de la rallumer à 6h ou à 6h30. Ensuite, les vendredis, samedis, dimanches, c'est la proposition du week-end où on est censé sortir un petit peu plus tard.
On vous propose de couper la lumière soit à minuit, soit à minuit 30, et de la remettre soit à 7h, soit à 7h30. Alors déjà, est-ce que vous avez des commentaires à faire sur ces propositions-là avant que je passe une par une et qu'on vote? 6h30 23h ou 23h30? Sur l'année complète? Oui. On ne peut pas... alors, ça, c'est une grande question aujourd'hui, mais sur notre éclairage public, nous ne pouvons pas programmer été-hiver ou même... et vous savez bien que quand on a une manifestation ou même une sortie, ça nous arrive au collège d'avoir une sortie plus tôt, etc., on est obligé manuellement de l'allumer, en fait. On n'a pas encore... On n'a pas changé tout l'éclairage et on n'a pas encore mis de système informatique qui nous permettent de le programmer de façon plus fine. Bonsoir, Jacques. Alors, est-ce qu'il y a des questions déjà par rapport à ça ou est-ce que vous voulez qu'on passe au vote directement? Alors, je veux bien que tu prennes ton micro, Pascal, parce que sinon les gens sur la vidéo ne t'entendront pas. Non, la question c'était été-hiver, et c'est vrai qu'en été, à 7h le matin, il fait chaud. Alors, monsieur Ami peut répondre, mais il faut qu'il ait le micro, monsieur Ami, pour répondre. Non, mais la mise en marche, elle est faite par un interrupteur crépusculaire, c'est-à-dire que si tous les jours ça se met en route. Voilà. Il y a une détection, en fait, sur chaque éclairage. Si vous avez de la lumière, il ne s'allume pas. Voilà. Oui, monsieur Forestier. Oui, juste pour dire qu'il y a une question qui revient fréquemment sur ce sujet-là, c'est la sécurité. Avec la commission, on s'est renseigné auprès des communes qui ont déjà baissé le temps d'éclairage. Et au niveau de la sécurité, il n'y a eu aucun impact. Il y a même une commune qui a fait intervenir, c'est le comité Convoi, la gendarmerie, pour avoir un avis des autorités. Et donc, du coup, la gendarmerie a très bien fait. Quelqu'un du département qui a bien expliqué qu'au niveau sécurité, il y avait aucun impact. Il faut le savoir. Pas d'autres questions par rapport à ça? Je vous propose, on va passer aux voix. Il faut que quelqu'un puisse noter le nombre de voix. Madame Levert, vous le notez ou vous voulez que quelqu'un d'autre le note? Non, je vais noter. Alors, on va commencer par du lundi au jeudi, qui est pour donc, éteindre l'éclairage à 23h. Levez la main ceux qui sont pour. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. J'ai qu'une personne qui a un pouvoir. 21. 22 du coup. 22. Alors en sachant, je ne vous ai pas donné les règles, ce serait bien de vous les donner avant, vous pouvez voter pour les 2 heures. Enfin, c'est le nombre de voix le maximum. Donc à la limite, si vous êtes d'accord sur 23h ou 23h30, vous pouvez voter 23h, 23h30. On prendra en fait le nombre de voix le plus important. Pour du lundi au jeudi à 23h. 22 élus pour 23h. Maintenant, je vais vous demander de revoter pour 23h30, toujours du lundi au jeudi. Non. Ah, c'est pas la même heure, 23h ou 23h30. 23h30 ce coup-ci. 1, J'ai un pouvoir, moi non, j'ai pas de pouvoir. 3, 4, 5, 6, 7, 7. Donc, au total des voix, nous sommes donc bien d'accord que nous éteindrons, je vais y arriver ce soir, l'éclairage public du lundi au vendredi à 23h. Enfin, après consultation. Au jeudi, pardon. Oui, là c'est la décision du conseil municipal et ensuite on proposera à la population de donner son avis, d'accord? Mais en tout cas pour le conseil municipal, c'est 23h. Je vous propose donc du lundi au jeudi l'heure de 6h, qui est pour 6h le matin.
21 pour 6 heures, très bien. Et maintenant pour 6h30. Pardon, je ne comprends pas pourquoi on arrête à 23 heures. Ça veut dire qu'on remet l'éclairage à 6 heures. Oui, tout à fait. Ah ben, une voix de plus pour 6 heures, donc ça fait 22. D'accord. Et donc 6h30 maintenant, s'il vous plaît. Alors, attendez, je vais mettre en même temps pour pas faire d'erreur. Voilà. 4, 5, 6, 7. Je vous ai compté? Je recommence, excusez-moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, le conseil municipal donne un avis du lundi au jeudi, une fermeture de l'éclairage. Donc, on éteint l'éclairage à 23 heures et on rallume à 6 heures du matin. Maintenant, les vendredis, samedis et dimanches, je vous propose donc d'éteindre l'éclairage à minuit. Qui vote pour minuit? Excusez-moi, je ne vais pas aussi vite que vous. Hein. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, Monsieur Le Gallais, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK. Et maintenant, qui vote pour minuit 30? Qu'est-ce qu'il y a? 1, 2, on On recommence pour minuit. 1, 2, levez bien la main s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous êtes sûr, monsieur? Minuit 30 maintenant. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc 18 pour minuit 30. OK. Ensuite, je vous propose donc de rallumer les vendredis, samedis et dimanches à 7 heures. Qui est d'accord pour rallumer à 7 heures? Levez la main. Alors moi j'en ai 4, 5, 6, 7, 7. Très bien. Et ensuite 7h30. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21. Pour moi. Oui. En fait, je viens de m'apercevoir, le vendredi, 7 heures le matin pour les lycéens qui prennent l'écart, Non, c'est le vendredi soir, ça se finit, et 7 heures, c'est le samedi matin. Le lundi matin, ce sera 6 heures. Donc, je vais refaire. Je vais vous dire ce qu'on a voté. Alors, donc, si je comprends bien, on recommence. Le lundi matin. On va faire jour par jour. Le lundi matin, la lumière donc s'éclairera à 6 heures. D'accord? Mardi matin, 6 heures. Mercredi matin, 6 heures. Jeudi matin, 6 heures. Vendredi matin, 6 heures. Jusque-là, c'est bon? Ensuite, lundi soir, on coupera à 23 heures. Mardi soir à 23 heures. Mercredi soir à 23 heures. Jeudi soir à 23 heures. Okay? Ensuite, vendredi soir, nous fermerons à minuit 30. D'accord? Samedi soir, minuit 30. Dimanche soir, minuit 30. Le samedi matin, nous allumerons donc à 7h30 et le dimanche matin à 7h30. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc, du coup, je n'ai pas le nombre pour le 7h30. 21. Voilà. Donc, ce qu'on va proposer aujourd'hui à la population, c'est donc le conseil municipal, ce soir, s'est positionné sur ces horaires-là, c'est ce qu'on va leur proposer, et on verra comment ça va réagir, s'ils sont plutôt pour ou plutôt contre.
On va essayer de mettre quand même quelques lignes pour qu'ils puissent nous expliquer pourquoi ils sont contre, bien évidemment. Maintenant, on va demander à la population par voteur, et je rappelle à ceux qui nous écoutent que chaque fois que nous faisons une consultation sur voteur, il est possible de répondre par écrit à l'accueil. C'est-à-dire que la personne qui n'a pas voteur, qui n'a pas l'application et qui souhaite quand même répondre peut venir à l'accueil de la mairie. Oui, On lui donnera le questionnaire et donc il pourra répondre par écrit. D'accord? Voilà. Tout va bien? Il m'en manque un. Ben moi j'ai tout. Oh non, ça y est, je l'ai. Affaires financières, donc les tarifs communaux 2022. Madame l'adjointe aux finances, je passe le micro. Alors, pour faire suite aux propositions des différentes commissions et à l'avis de la commission administration générale finance en date du 23 novembre, nous allons donc vous présenter les tarifs communaux 2022 annexés au présent conducteur. Donc, concernant les salles, l'allocation des salles, on précise que les tarifs sont applicables pour tout contrat signé à compter du 1er janvier 2022. Et concernant les tarifs de restauration scolaire, on précise que les tarifs sont applicables à compter du 1er septembre 2022. Donc, est-ce que vous avez des questions sur les tarifs, les changements qui ont été faits? Donc tous les tarifs qui sont présentés ici, tous les tarifs qui sont présentés ici ont bien évidemment été vus en commission, oui, en fonction de chaque thématique de chaque commission. Hein. C'est une reprise des propositions des commissions. Avez-vous des questions sur ces tarifs? Je vous propose de les passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, ensuite, nous avons... Il n'y a pas de compte, il n'y a pas d'abstention. Non. Ensuite, nous avons la demande de subvention au titre de la DETR et de la DSIL pour l'année 2022. Alors, nous avons mis sur table, normalement, une modification avec un conducteur complémentaire concernant la demande de subvention. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, le dossier numéro 1, c'est une demande de subvention que nous souhaitons porter auprès du préfet sur le site de Candia et son réaménagement. Dans un premier temps, nous avons donc fait des devis au cas où nous serions propriétaires. Je vous rappelle que c'est toujours pas le cas. Quand nous serons propriétaires, donc nous avons fait des devis, 1 de désamiantage et 2 de démolition. Nous sommes aujourd'hui autour des 2 millions d'euros de désamiantage et de démolition des bâtiments qui bordent le Loir et qui sont en mauvais état. Pour nous aider dans cette démarche-là, il faut qu'on dépose des demandes de subvention. Or, ces demandes de subvention doivent être déposées avant le 15 décembre, c'est pourquoi nous le votons ce soir. Et nous avions, dans un premier temps, demandé une subvention pleine et entière sur ces 2 millions, mais il s'avère qu'après une réunion qu'il y a eu à la DETR, enfin avec le préfet sur la DETR, il est possible, sur un projet de cette ampleur, de demander sur 2 années la DETR, ce qui nous permet de demander en 2022 et en 2023. Et donc, c'est pour ça que vous avez l'ordre du jour complémentaire, où on va faire une demande en 2022 sur 1 million, et on va faire une demande sur 2023 d'1 million. D'autant plus qu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis dans l'incapacité totale de vous dire quand est-ce qu'on fera les travaux, puisqu'on n'est toujours pas propriétaire du site. Donc, le temps d'être propriétaire, de faire les études, et ensuite, ça pourrait nous pousser jusqu'à fin 2022, voire 2023. Donc, du coup, c'est plutôt intéressant pour nous de pouvoir demander 2 subventions, puisque le total est plus important, en fait. Hein, voilà. Donc, du coup, on vous propose ce soir de voter la 2022, puisque la 2023, nous ne pouvons pas la voter ce soir, mais c'était pour vous expliquer pourquoi nous avons fait cette modification. Et donc, je précise que nous allons faire un courrier au préfet pour expliquer notre demande d'avoir 2 DETR sur ce projet. Donc, du coup, on vous a mis les 1 million. Donc, on demande 50% aujourd'hui au titre de la DETR, soit 500 000 euros et 500 000 euros pour la commune. En plus, je vous avoue que c'est aussi mieux pour la commune, puisque je vous rappelle que toute demande de subvention doit être intégrée dans le budget. Et donc, il est plus facile pour nous quand même d'intégrer 1 million que d'intégrer 2 millions dès 2022 d'investissement et de travaux. Avez-vous des questions par rapport à ça, ou est-ce que j'ai été assez claire? Alors, en sachant que c'est une projection, hein, puisque à l'heure d'aujourd'hui, je suis dans l'incapacité de vous dire si on le fera ou pas, puisque aucun vote n'a été fait en conseil communautaire aujourd'hui sur la vente
du site, donc nous ne sommes toujours pas propriétaires. Nous avons, on en parlera tout à l'heure parce que vous aviez cette question-là, mais simplement vous dire que nous avons une difficulté puisque donc la communauté de communes se propose de nous vendre le site pour 15 € symboliques, mais nous demande derrière de rembourser des charges en fait qu'elle a eues sur ce site. Et une des charges qu'elle nous demande de rembourser, c'est la taxe foncière. Or, la commune du Lude ne souhaite pas payer cette taxe foncière, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'activité sur ce site. Et donc, normalement, il ne devrait pas y avoir de taxe foncière puisqu'il n'y a pas d'activité économique. Nous avons du coup rendez-vous avec M. Nicolaï et M. Boussard directement avec le Trésor public pour faire le point justement sur cette taxe foncière, pour vérifier que cette taxe foncière n'est pas due. S'il s'avérait que néanmoins l'intercommunalité est dans l'obligation de payer cette taxe foncière parce que peut-être que les choses n'ont pas été faites dans les temps, etc., les demandes d'exonération, on financera cette partie-là aussi. Donc du coup, on a repoussé la date jusqu'au rendez-vous avec le Trésor public. C'est quand même 33 000 €. C'est pas non plus une petite somme. Voilà. Oui, monsieur. Moi, j'ai entendu dire par des élus communautaires qui sont au bureau, que ça avait été acté en bureau, par contre, et que les impôts avaient précisé que pour eux, la taxe était due quand même, même si c'était une collectivité qui était propriétaire. Alors, en fait, c'était en effet prévu au bureau communautaire de la semaine dernière et ça a été annulé du conducteur puisque justement, nous devons avoir rendez-vous avec le Trésor public. Donc, c'est vrai que quand ils ont reçu le conducteur, ils ont eu la proposition de la Comcom de vendre à 15 € symboliques et ils ont eu derrière la proposition de rachat avec les 33 000 € de taxe foncière. Ça, c'était dans le conducteur, mais ça a été annulé et donc ça n'a pas été vu en bureau communautaire puisque l'objectif, c'est quand même d'avoir la réponse du Trésor public avant. Donc, ils se sont mélangés entre l'écrit et le réel du bureau communautaire. Juste une petite chose, c'est-à-dire que là, vous avez demandé une DETR. Une DETR pour quelque chose qui est hypothétique. Oui. Il y a quand même que c'est un peu surprenant, quoi. Lâcher 1 million, voire 2 millions. Ça ne sera peut-être pas. Alors. Ou alors vous avez des assurances. Sur la démolition des bâtiments? Non, l'assurance que ça va bien revenir à la mairie. Je veux dire, aujourd'hui, la discussion ne se porte pas sur le fait que le site revienne à la mairie, elle se porte sur le montant de paiement par la mairie. Voilà. Donc aujourd'hui, on nous demande de rembourser les clés, on nous demande de rembourser le débroussaillage du site, on nous demande de rembourser un certain nombre de points. Nous sommes plus ou moins d'accord, mais en tout cas, on paiera, puisque c'est important pour nous de récupérer le site. Par contre, les 33 000 € de taxes foncières qui, normalement, ne devraient pas exister, puisque c'est un site en friche aujourd'hui sans activité, pour l'instant, nous ne sommes pas d'accord de les rembourser. Voilà. Donc, si le Trésor public nous prouve par A plus B qu'il n'y a pas de solution d'exonération ou de dégrèvement, parce qu'il y a quand même des sites qui sont complètement vides depuis des années, sans activité, qui sont même à la limite du péril, puisqu'il n'y a plus d'électricité dedans, etc. Ce ne sont même pas des bâtiments habitables, entre guillemets. Si on a la preuve qu'on ne peut pas faire autrement, on les financera. Mais aujourd'hui, nous souhaitons... En fait, on a deux discours aujourd'hui. On a le discours de notre inspecteur du Trésor public qui nous dit qu'en effet, il y a exonération et dégrèvement. Et M. Boussard a été voir un autre inspecteur d'un Trésor public qui dit que non. Donc l'objectif, c'est de faire une réunion commune avec les mêmes inspecteurs des impôts et d'avoir une réponse claire. Voilà. On fera en fonction de la réponse. Et donc, si on est propriétaire, derrière, on sait qu'on va démolir une partie pour pouvoir réaménager les bords de Loire. Donc, voilà. Pourquoi on demande la DETR en anticipation? Parce que les règles ont changé de la DETR. D'habitude, on faisait des demandes de subvention en mars. Et aujourd'hui, la préfecture a demandé que ce soit le 15 décembre. Donc, en effet, c'est très, très tôt pour nous. Si on peut expliquer pourquoi c'est 15 décembre. Est-ce que tu prends le micro, s'il te plaît? Oui, si on peut expliquer pourquoi c'est 15 décembre, c'est parce que le préfet de région, qui est lui qui a soumis les crédits de terre par département, décide des crédits à la fin de l'année. Il fait que les départements qui n'ont pas donné la liste des crédits dont ils ont besoin, quelquefois, ils ont moins que les autres parce qu'il n'y a pas eu les propositions d'économie. C'est pour ça
du coup au 15 décembre. Il y a un vote par chaque ou au total? Là, c'était prévu total. Alors ensuite, le dossier numéro 2, donc dans le cadre vous savez qu'on peut en déposer plusieurs des dossiers, hein. Donc on dépose un dossier numéro 2, c'est la rénovation de bâtiments scolaires. Et donc là, on vous propose de mettre donc une somme de 150 000 € avec 75 000 € pour le maître d'ouvrage et DETR, donc 75 000 €. Donc ça fait du 50% aussi. Et enfin, le troisième dossier, là, on est plutôt sur la DSIL, c'est la mise aux normes et de sécurisation d'équipements publics. Donc là, on vous propose de faire, donc on vous propose 100 000 € avec 50 000 € par la DETR et 50 000 € pour la maîtrise d'ouvrage, voilà, c'est-à-dire la commune. Avez-vous des questions? Après, je vous rappelle que c'est des demandes et que après, on attendra le résultat. Voilà. Bon, je vous propose de les mettre aux voix. Du coup, qui est contre ces demandes de subvention? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous avons une autre demande de subvention auprès de la DRAC pour le projet Microfolie. Je vous rappelle un petit peu l'historique. Nous sommes Petites Villes de demain et dans le cadre des Petites Villes de demain, nous avions le droit de répondre à un appel à projet qui s'appelle Microfolie. Donc nous sommes éligibles. Donc c'est un musée numérique avec un espace de réalité virtuelle qui sera installé donc au sein du bar culturel que nous avons déjà utilisé pour un concert il y a 15 jours. Donc c'était l'ancienne salle des aînés ruraux pour ceux qui veulent se voir juste dans l'espace Ronsard. Donc le budget prévisionnel est environ de 46 600 €, subventionné à hauteur de 80%. Voilà, donc je vous demande l'autorisation de déposer cette demande de subvention. Est-ce que vous avez des questions? Non, je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. L'ouverture de crédit, madame, ou je le fais? D'accord, bon, eh ben c'est parti. Je vous rappelle que le budget 2022 sera réalisé donc en début 2022, mais que la mairie ne s'arrête pas le 1er janvier jusqu'au vote du budget et que donc nous sommes bien dans l'obligation de fonctionner. Donc comme tous les ans, je vous demande d'autoriser l'ouverture de crédit 2022 sur l'ensemble de nos budgets, qu'ils soient principal, camping, Ronsard, assainissement et eau, en sachant bien évidemment que nous n'ouvrons pas toute la ligne, mais une partie seulement dans la limite de 25%. Voilà. Donc vous avez la liste de l'ensemble donc des lignes et des comptes avec les 25% y afférents. Donc ça fait, alors si je regarde, ça fait un total de 986 000 €, 986 sur un budget total de 3 947 000 sur la partie budget principal. Sur la partie camping, 60 000 € sur un budget de 242. Espace Ronsard, 44 000 € sur un budget de 177, en sachant que les chiffres que je vous donne, c'est sur le budget prévisionnel, enfin, c'est sur le budget 2021, hein, évidemment, puisqu'on n'a pas encore monté ensemble le budget 2022. 119 000 sur 478 en assainissement et en eau, 86 000 sur un budget de 346. Avez-vous des questions sur ces ouvertures de crédit pour nous permettre de fonctionner jusqu'au vote du budget? Non? Bon, je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Les décisions modificatives, je te les laisse. Tout à fait. Alors, décision modificative numéro 7 sur le budget principal. Donc, considérant le coût de réfection de l'éclairage public et considérant que des travaux de voirie inscrits au budget 2021 avaient été payés en 2020, et après avis favorable de la commission, une partie des travaux d'éclairage du stade peuvent être réalisés sur le budget 2021 et l'autre partie sera à inscrire au budget 2022. Donc, la décision modificative est nécessaire, du coup. Donc, en section investissement, en dépenses, on va prendre au 2315, en 822, ce qui est la voirie communale et route, en opération 103, 12 696,12 €, et on va porter au 215,34, en 814 éclairage public, opération 104, 12 696,12 €. Voilà pour cette décision. Y a-t-il des contre ou avez-vous des questions avant peut-être? Donc y a-t-il des contre? Des abstentions? Je vous remercie.
Ensuite, décision modificative numéro 1, budget assainissement. Donc là, c'est pour changer l'ordinateur de la station d'épuration qui va tomber certainement en panne dans pas longtemps. Donc le matériel étant indispensable pour le bon fonctionnement de la station, donc pour remplacer le nouveau matériel, il va falloir passer en section investissement dépenses la somme de 12 000 € qu'on va prendre au 2315 et on va porter au 218 les 12 000 €. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, juste une information sur ce dernier vote. Il n'y a pas que l'ordinateur, parce que ça ferait cher quand même, 12 000 € l'ordinateur. C'est tout le système, en fait. Voilà, logiciel, ordinateur, etc. Ensuite, donc on a une délibération fixant une exonération facultative en matière de taxes d'aménagement communal. Vous savez que lorsque nous construisons un bâtiment économique, nous pouvons avoir une taxe d'aménagement qui est versée à la commune. Je vous propose donc d'exonérer, avec l'application de l'article L331-9 du Code de l'urbanisme, les locaux à usage industriel et artisanal et leurs annexes. C'est une façon, encore une fois, de pouvoir permettre aux entreprises qui veulent construire sur notre territoire d'avoir une taxe d'aménagement en moins. C'est une somme importante et ça peut être une aide à l'attractivité économique de notre territoire et en particulier, bien évidemment, sur les terrains que nous allons mettre à la construction sur la zone des tourelles lorsque le permis d'aménager sera délivré. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Alors, ça a un impact sur le budget, évidemment, de la commune, puisque c'est une taxe d'aménagement qui aurait pu revenir à la commune, mais je pense qu'on préfère avoir des entreprises. Voilà. De toute manière, s'il n'y a pas d'entreprise, on n'a pas de taxe d'aménagement non plus. Donc, je vous propose donc de passer aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, on a l'audit et l'amélioration de la qualité de l'air dans les écoles. On en avait parlé déjà. Donc, la loi Grenelle 2 nous a rendu obligatoire la surveillance de la qualité de l'air dans les établissements scolaires. Donc, le CPIE et la SNE Sarthe Nature Environnement proposent d'effectuer un diagnostic sur la qualité de l'air dans nos écoles. Donc, je vous sollicite pour réaliser cet audit. Donc, on a des financements pour réaliser cet audit. 73% par l'Agence régionale de santé, soit 10 325 €, et 27% par la commune, soit 3 800 €. Je rappelle que cet audit n'est pas sur une école, elle est sur l'ensemble de nos bâtiments scolaires, y compris l'école de Dissé, les écoles du LUD et le périscolaire. Avez-vous des questions sur ce? Je vous propose de le passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Sur les ressources humaines, donc, on a une délibération sur le temps de travail à passer. Donc, on a bien évidemment proposé cette délibération au comité technique en date du 26 novembre 2021. C'est en lien avec la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique qui prévoit la suppression des régimes dérogatoires aux 35 heures, maintenus dans certains établissements. Donc voilà, donc on vous propose donc de passer l'article 1, durée annuelle du temps de travail pour l'ensemble de nos agents de la collectivité à une durée annuelle de 1607 heures, soit 35 heures hebdomadaires. Calculé de la façon suivante, vous avez le tableau, le total de jours sur l'année, le repos hebdomadaire de 2 jours, les congés annuels, les jours fériés, le nombre de jours travaillés. Nombre de jours travaillés multiplié donc par 7 heures, ça vous fait donc à côté 1596 heures arrondi à 1600 heures, plus la journée de solidarité de 7 heures, ça nous fait 1607 heures. Voilà, nous avons en article 2 les garanties minimales et nous avons en article 3 la date des faits, ce sera au 1er janvier 2022. Oui, Mme Potier, il vous faut le micro. Le micro, s'il vous plaît. Deux petites questions. Alors, dans le tableau, quand vous mettez jours fériés, moins 8, ça compte, vous comptez comment quand les jours fériés tombent le dimanche ou le samedi et les agents ne travaillent pas? Alors, c'est le centre de gestion qui fait le calcul annuel, c'est une moyenne annuelle en fait. Vous avez le nombre de jours fériés en fonction si en effet ça tombe dimanche ou pas, etc. Ça nous est donné par le centre de gestion et c'est un calcul annuel. C'est lycée, je crois. Oui, oui. Et j'aurais une autre question. Quand vous avez marqué l'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures, mais oui. l'amplitude minimale, elle est de combien pour les agents?
35 heures. 7 heures, puisque c'est 35 heures. Il y a 5 jours. Ouais, non, mais je veux dire, combien de temps ils doivent travailler minimum par jour? 7 heures, puisqu'il y a 5 jours dans la semaine à 35 heures. Ok, ils n'ont pas le droit de travailler moins de 7 heures par jour. En fait, Bah si dans la semaine... Je pense que vous ne comprenez pas. D'accord. Par exemple, un agent, il va travailler... combien de temps il peut aller travailler minimum? 2 heures, 3 heures par jour ou, Bah vas-y, réponds. Mais je ne vois pas la question. en fait, le temps de travail, il est de 35 heures. Donc, normalement, sur 5 jours, 7 heures par jour. Après, il peut y avoir des aménagements de temps de travail sur les 5 jours en fonction des missions. Donc, on a voté au dernier conseil municipal, je ne sais pas si vous vous souvenez, les amplitudes horaires, on a eu toute une délibération là-dessus sur le nombre d'heures hebdomadaires choisies par la commune. Il y a un choix qui a été porté sur 35 heures hebdomadaires, un sur 37h30 hebdomadaires et un sur du temps annualisé. Donc, les 3 situations permettent de moduler le temps de travail à la journée. La mission aussi module le temps de travail à la journée. Mais ce qui est important, c'est de ne pas dépasser les 1607 heures annuelles et de respecter les 12 heures maximum. Mais ça peut être moins. Et en fait, pour répondre, il n'y a pas d'heure minimum par jour si on fait 35 heures dans la semaine sans dépasser 12 heures la journée. Parce que vous voyez dans le calcul, quoi. Je pense que ce n'est pas tout à fait ça la question. Il me semble, en rapport avec le privé, je n'avais pas le droit, comme directeur, de faire venir un salarié pour moins 2 heures par jour. Non, on n'a pas ça dans la fonction publique. Non. Peut-être pour 1 heure. Oui. C'est le choc d'une heure. Donc, non, il n'y a pas de minimum. Par contre, il y a un maximum dans la journée de 12 heures, ce qui est normal, c'est pour protéger évidemment les agents. Et il y a un nombre d'heures par semaine. Voilà. Donc à la limite, j'ai envie de vous dire, je dis des bêtises, mais si le lundi, la personne vient 1 heure, eh bien du mardi au vendredi, il faut qu'elle fasse les 34 heures sans dépasser les 12 heures par jour. Voilà. Sans dépasser 12 heures. Donc ça va être compliqué. Donc en gros, 1 heure, c'est compliqué. Sur les 12 heures, donc il y a un regard particulier sur les personnes astreintes. Pour pas qu'elles les dépassent. En fait, dans le règlement intérieur, il y a aussi le règlement des situations d'astreinte. Ça, c'est dans... Oui. Mais normalement, de toute manière, aujourd'hui, les agents qui sont d'astreinte ne dépassent pas non plus les 7 ou 8 heures par jour, puisque notre moyenne, elle est là. Le 12 heures, c'est vraiment le grand maximum qu'on peut faire en amplitude. Donc, du coup, la personne, si elle a fait 7 heures dans la journée, et si elle est en astreinte et qu'elle vient 1 ou 2 heures le soir, on est à 7, 8, 9, 10, grand maximum, en fait. Mais l'objectif, c'est de ne pas dépasser les 12 heures, ça c'est sûr. C'est la loi du travail. Oui, tout à fait. L'amplitude, et puis chaque fois, il y a des situations particulières, et chaque fois, il y a des pauses qui sont prévues dans le règlement aussi. En parlant des pauses, il y a aussi le temps de repos. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui. Bien, bah écoutez, suite à toutes ces questions et à ce problème de micro, grâce à M. Frison, non, ce n'est pas du tout de la faute de M. Frison, c'est un problème technique. Je vous propose de le passer aux voix. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous avons l'approbation du règlement intérieur pour les personnels de la commune, donc qui a été présenté bien évidemment au CT et au CHSCT avec... je rappelle que c'est une commission qui regroupe des élus, mais aussi des représentants du personnel. Donc, il était important de refaire un petit point sur ce règlement intérieur, en particulier sur les règles de vie, sur la gestion du personnel, sur l'hygiène, la sécurité, les gestions aussi de discipline, mais aussi, je rappelle, sur l'intégration du télétravail, puisque ça, c'est quand même quelque chose d'important, surtout dans notre situation actuelle, et qui risque de perdurer un petit peu. Enfin, je ne le souhaite pas, bien évidemment. Voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce nouveau règlement intérieur qui a donc été voté par le comité technique du 26 novembre 2021? Pas de questions particulières?
en sachant que Mme Levert me dit dans l'oreille qu'un groupe de travail s'est réuni plusieurs fois pour le réaliser, ce règlement intérieur, groupe de travail qui regroupait aussi des agents de la commune et des élus. Bon, je vous propose de le passer aux voix. Du coup, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Monsieur Néron. Monsieur Néron, pardon. Le micro, Monsieur Néron. Non, non, on ne tape pas sur le micro, Monsieur Néron. Simplement un petit problème de sémantique. Il décide de communiquer ce règlement à tout agent employé à la mairie, à la commune. Que la mairie... Oui, vous avez raison. Tout à fait. Alors, le point suivant, c'est l'augmentation du temps de travail d'un adjoint technique. Dans le cadre de ces missions en lien avec le camping Vonaval et le service d'entretien des locaux, nous avions un agent qui était à temps partiel, mais qui, aux besoins du service, faisait un temps plein. Donc, c'était un agent qui était à temps partiel et qui avait des heures complémentaires, et qui, ces heures complémentaires plus le temps partiel, faisait du temps plein. Donc, on trouve tout à fait judicieux de passer cette personne à temps plein. Financièrement, ça n'a aucun impact sur le budget de la commune, puisque on payait les heures complémentaires de toute manière. Et puis en termes de retraite et de calcul, pour l'agent, c'est quand même beaucoup plus intéressant d'être à temps plein. Est-ce que vous avez des questions sur cette modification? Je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous vous proposons aussi le renouvellement de l'agrément et de la création de 2 missions de service civique. Donc, nous en avions déjà 2, rappelez-vous. La première mission de service civique, c'était sur la revitalisation du territoire. Nous avions eu une première jeune fille qui s'était positionnée, qui était partie. Nous en avons eu une deuxième qui est aujourd'hui agent municipal et qui est restée parmi nous et qui travaille sur l'attractivité et le tourisme. Et puis, nous en avons eu une autre sur le patrimoine aussi, mais qui n'est pas restée longtemps. C'est la possibilité quand même pour un jeune de travailler au sein de la collectivité sur des missions intéressantes avec un revenu quand même. Et j'espère, voilà, je lance l'appel ici devant la caméra et devant tous les élus, j'espère vraiment que les jeunes qui souhaitent faire un service civique sur notre commune ou dans les environs puissent venir nous voir, parce que je pense que c'est un tremplin intéressant. L'exemple type, c'est que notre 2e service civique aujourd'hui est agent de la fonction territoriale à plein temps sur la commune. Donc, c'est quand même un premier pas vers l'emploi, et je profite de ce conseil municipal pour essayer de motiver nos jeunes qui cherchent un service civique pour venir nous rencontrer. Donc, moi, je vous propose de créer donc 2 missions de service civique. La première, c'est l'animation et la promotion du développement durable et de la revitalisation de la commune. Et puis le deuxième, attention, c'est l'accompagnement des usagers pour les dossiers passeport et carte nationale d'identité. Puisque nous sommes dans l'attente de la décision ministérielle pour pouvoir faire les cartes d'identité et les passeports en mairie du Lude. Mais on attend encore. On vous dira quand on aura la date de lancement, mais néanmoins, on crée le service civique et l'agrément pour pouvoir avoir quelqu'un qui puisse nous aider à l'accueil des personnes âgées, à l'aide, en fait, à la création des papiers, parce que c'est quand même assez lourd en termes de documents, et surtout sur Internet aujourd'hui. Avez-vous des questions? Alors, c'est une indemnité complémentaire que nous finançons à hauteur de 107,58 par mois par service civique. Tout le reste est pris en charge par l'Agence de service civique de l'État. Pas de questions particulières? Je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Écoutez, je vous remercie. Et puis, je relance un appel à nos jeunes qui souhaitent venir renforcer nos équipes et venir travailler avec nous dans la bonne ambiance de la mairie que vous devez sentir dans ce conseil municipal. Et donc, venez nous voir, bien évidemment, avec CV et lettre de motivation. Le point suivant, c'est la création d'un poste d'adjoint administratif à temps complet à partir du 1er janvier 2022. Donc, considérant qu'il est nécessaire que la commune ait un agent en charge du développement local, de la promotion de l'artisanat, du développement de l'attractivité, que cette personne travaille à la mairie aujourd'hui, mais à titre de contractuel, on vous propose aujourd'hui donc de créer ce poste qui se déroulera sur la basse saison du 1er octobre au 31 mars, une partie sur le camping, une partie plus large sur l'attractivité de la commune, et sur la haute saison, une partie assez large sur le camping et une petite partie sur l'attractivité de la commune. Donc cet agent est déjà chez nous, mais à titre contractuel, et je vous propose de créer un poste pour pérenniser son poste. Avez-vous des questions? Où les gens passent, ils ont besoin de renseignements sur
Alors, monsieur Nicolaï, parce que tu n'as pas de micro, hein. Monsieur Nicolaï nous demande donc s'il est possible de mettre ce poste sur l'Office du tourisme l'hiver. Alors, c'est une très bonne question, mais je n'ai aucunement la réponse, puisque aujourd'hui, l'Office du tourisme n'ouvre pas l'hiver. Donc, ça veut dire que potentiellement, il faut qu'on ait l'autorisation et l'usage de leur matériel, de leur logiciel, etc. Donc ça, c'est pas gagné. Et puis ensuite, elle travaille sur la partie hiver à la mairie pour répondre à ce genre de questions, mais c'est vrai qu'elle n'est pas dans les bâtiments de l'Office du tourisme. Après, on peut se poser la question à la SPL. Voilà. Et je note la question à monsieur Nicolaï. D'autres commentaires? Je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On va passer au point de l'urbanisme. Alors, nous sommes dans l'obligation d'avoir maintenant un guichet numérique des autorisations d'urbanisme. Et donc, nous devons ce soir valider les conditions générales d'utilisation. Donc, il est à noter que les usagers auront maintenant le choix de déposer leur dossier d'urbanisme sous format papier ou directement sous format numérique. Aujourd'hui, tout est sous format papier pour les demandes d'urbanisme. Donc, ce sera un portail Internet, encore un, sur l'urbanisme, et qui permettra au public de consulter les documents d'urbanisme de la ville, comme nos règlements, le PLUI, les PRMT, mouvements de terrain, etc., de saisir et de déposer une autorisation d'urbanisme, de recevoir un accusé de dépôt et de suivre l'instruction du dossier. Voilà. Donc, il est nécessaire de valider les conditions générales d'utilisation pour pouvoir mettre ce portail en action, et donc c'est une obligation de toute manière pour notre commune. Avez-vous des questions sur ce sujet? Non? Je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous vous proposons la cession d'un local cadastré AH600 qui est situé 22 rue des Taillandiers. Donc c'est une superficie totale de 359 mètres carrés qu'on propose de le vendre à 35 000 €, évidemment suite à l'avis des domaines. Et donc c'est pour une entreprise aussi qui se développe comme les derniers bâtiments que nous avons vendus. Est-ce que je vous propose de le passer aux voix? Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous vous demandons aussi l'autorisation de déposer un permis de démolir rue du Bœuf. Donc nous avions acheté les parcelles AD 465, AD 296 et 297. Je vous demande aujourd'hui une autorisation de démolir. Oui. Alors, c'est la démolition pour notre chemin entre le parking de la maison des services et l'espace Brassens, enfin la place Brassens et l'école Brassens. Vous savez, on a un garage à démolir et puis une partie de bâtiment pour pouvoir créer en fait notre chemin piétonnier qui passera donc à côté de l'école maternelle et qui permettra aux habitants du centre-ville de pouvoir aller en poussette ou à pied en toute sécurité à l'école maternelle et primaire, y compris d'ailleurs à l'espace Ronsard et à la bibliothèque. Alors, on parle rue du Bœuf, puisqu'en fait, cette parcelle-là, elle donne sur la place Neuve, si vous préférez. Vous voyez, c'est derrière. Je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On a l'intégration d'une parcelle AK 176 dans la voirie communale. Alors, c'est un terrain, en fait, qui est communal, qui est aujourd'hui dans un lotissement, on peut dire ça comme ça, puisque c'est un endroit où il y a plusieurs maisons. Aujourd'hui, il sert de parking pour l'ensemble des maisons qui sont autour, et on a des portails qui sortent sur ce terrain. Or, il s'avère que nous avons découvert que cette partie n'était pas intégrée dans la voirie communale. Je vous rappelle que la voirie communale nous permet d'avoir des aides pour l'entretien de nos voiries, et donc cet espace n'avait pas été mis dans notre voirie. Donc, on vous propose aujourd'hui de réactualiser donc la longueur de la voirie communale, de la passer donc à 94 303,90 mètres linéaires. On intègre donc 33,90 mètres, qui est la longueur en fait de ce parking. Pas de questions particulières? Je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie.
En informations diverses. Du coup, tu ne les as pas notés, je ne me rappelle plus. Oui, s'il te plaît. Alors, sur les informations diverses, il y a 2 informations. Pardon? Monsieur Denis Collet a une information diverse. Oui, juste, lors de la commission d'aménagement du territoire de la commune tout à l'heure, il a été demandé de mettre un groupe de travail sur la modification du PLUI, qui démarra depuis janvier. Et donc, c'est les membres de la commission, mais comme dans les membres de la commission, il y a la pomme, et que la pomme ne peut pas être accordée, donc il faudrait que vous puissiez désigner un membre du conseil municipal pour suivre les modifications du PLUI. Deuxième point, la modification du PMI sera, si je puis dire, close, entre guillemets, à la fin de l'année. Et donc, si encore la commune a des modifications souhaitées, il y a des modifications souhaitées, il est important de les transmettre à la DELFI en oublié. Oui, alors nous avons fait un courrier avec les différentes demandes de modification du PLUI que nous avons envoyé. Ouais. D'accord. Très bien. Alors moi, j'ai 2 informations à vous donner et je voulais les donner là. La première information, je voulais vous lire le courrier que j'ai reçu de l'ARS en réponse à mon courrier sur la fermeture des 30 lits. Alors là, je trouvais que c'était important que vous puissiez en avoir connaissance. Donc, Madame le maire, puisque c'est aussi le maire du Lude qui a écrit, j'ai pris connaissance avec attention de votre correspondance du 10 novembre dernier relative à la fermeture temporaire du lit de services de soins et de rééducation causée par le manque d'infirmiers. Cette situation qui touche d'autres centres hospitaliers, quelle que soit leur taille, ne remet aucunement en cause le renouvellement de l'autorisation de SSR et de l'unité de soins de longue durée dont bénéficie l'hôpital. C'était important pour moi. Cette actualisation interviendra courant 2022 à partir du dossier que l'hôpital me présentera. En fait, mon idée, c'était de dire que ce n'est pas parce qu'on ferme des lits aujourd'hui qu'en 2022, lorsqu'on fera le renouvellement du nombre de lits, on en met moins. La direction commune avec le centre hospitalier du Mans n'est pas questionnée. Elle m'apparaît un élément de force pour votre hôpital, à la fois dans la gestion de l'établissement, la conduite de projet, le partage d'expériences entre établissements et leurs professionnels, la recherche de compétences médicales soignantes, médico-techniques. Sur nombre de sujets, je connais l'implication des équipes du Mans, notamment pour consolider les effectifs des équipes soignantes. Je sais également la direction très attentive à rassurer le personnel qui a été redéployé vers d'autres unités de l'établissement. Je mesure combien la fermeture en 2 étapes de 30 lits de SSR a pu être ressentie par certains comme un choc. L'hôpital du Mans fait tout ce qui est possible pour recruter des infirmiers qui font défaut. D'autre part, je vous confirme que l'hôpital du Lude demeure dans sa configuration d'offre de soins actuelle. À ce titre, j'ai fait le choix, dans le cadre des investissements de Ségur de la Santé, d'attribuer 2 162 933 € à l'hôpital du Lude, fléchés sur la restauration de ses capacités financières. La délégation de crédit a été notifiée le 17 novembre 2021. Cet engagement financier sans précédent est la traduction du soutien de l'agence et de la confiance que mes équipes accordent au projet de l'hôpital, à ses personnels et à son équipe de direction. La direction territoriale de la Sarthe et son directeur Stéphane Domingo se tiennent à vos côtés. Je vous prie de croire, Madame le maire et Madame la présidente, en l'assurance de ma très sincère considération. Juste pour vous dire que je soutiens bien l'hôpital et je fais tout pour que nous ayons des écrits que nous pouvons mettre en avant devant la population et bien évidemment le conseil municipal. Ça, c'est le premier point. Deuxième information, et je pense que c'est une information importante. Mercredi de la semaine dernière à 21h, j'ai été appelée par un des membres de l'ARS, Monsieur Plu, qui m'a contacté à 21h pour me dire qu'il souhaitait un petit peu en urgence, avant l'intervention de Monsieur Véran d'ailleurs, faire intervenir une équipe de l'ARS à la ville du Lude pour communiquer sur la 3e dose, d'autant plus que, je vous le dis maintenant, d'autant plus que Monsieur Véran allait annoncer que la 3e dose allait être pour tout le monde, y compris les moins de 50 ans. Bon, ce qui a été annoncé d'ailleurs par la suite. Donc, il nous a indiqué qu'il souhaitait venir jeudi de cette semaine à la ville du Lude, sur le marché du Lude, pour faire une communication
autour de cette troisième dose et une communication auprès de toutes les personnes qui pourraient potentiellement avoir cette troisième dose. Et dans la foulée, il nous a expliqué qu'il viendrait avec une petite équipe et qu'il se proposait de vacciner sans rendez-vous sur la période de présence, c'est-à-dire 10h, 12h, 14h, 17h, quelque chose comme ça. Donc moi, quand M. Plu m'a annoncé ça, je lui ai expliqué tout mon questionnement quand même sur cette action. D'abord parce que depuis 1 an, nous travaillons avec les professions libérales sur l'ouverture d'un centre de vaccination et que nous avons toujours eu un refus de l'ARS d'avoir un centre de vaccination au LUD, malgré l'implication de toutes les professions libérales, y compris les infirmières qui étaient prêtes à faire ce centre de vaccination. Donc ça, c'était le premier point. Deuxième, et donc j'aurais préféré quand même avoir un site pérenne et non pas juste 5 heures de vaccination sur une journée. Ça, c'était le petit 1. Petit 2, l'annonce était quand même la veille d'un week-end et ensuite la mise en œuvre. Ensuite, j'ai aussi rappelé quand même, moi, mon inquiétude quant au fait de faire de la vaccination sans rendez-vous le jour de marché. Parce que voilà, entre le monde qui vient au marché et le monde qui va faire la queue pour se faire vacciner, ça m'inquiète quand même beaucoup. Et leur capacité aussi de pouvoir vacciner les personnes qui vont se présenter. Alors évidemment, il me dit, c'est pour les personnes à mobilité réduite et les personnes qui ont des soucis et qui ne peuvent pas se déplacer. Mais je dis, moi, à partir du moment, parce que bien évidemment, c'est eux qui ont fait la communication, c'est eux qui ont fait les affiches, etc. La mairie n'a rien à voir dans cette action, hein, elle a juste mis une salle à disposition. Moi, j'ai quand même dit mon inquiétude sur le fait d'avoir des personnes qui vont faire la queue et qui ne vont pas être vaccinées et qui vont repartir non vaccinées. Je pense que là, c'est nous qui allons entendre parler du pays. Comment ? Dans le froid en plus, etc. Bon. Néanmoins, c'est comme ça, j'ai pas le choix. Hein, et puis en même temps, j'ai pas le choix parce que c'était une décision de l'ARS, et puis de deux, je ne pouvais pas me permettre non plus de dire, non, on ne va pas avoir une action de prévention et une action de vaccination. Enfin, je veux dire, voilà. C'est une action gratuite qui ne nous demande pas de personnel, etc. Donc du coup, moi, j'ai quand même été très, très réticente quand je l'ai appris à faire de la communication sur ce sujet, tout simplement parce que plus on fait de communication, plus on va avoir du monde, et plus ça va être difficile de le gérer. Donc du coup, j'ai demandé à Céline de ne pas communiquer sur ce sujet, le temps qu'on réfléchisse bien à comment on va s'organiser, parce que même si on va demander au policier municipal d'être là, etc., pour essayer de sécuriser tout ça, j'ai quand même beaucoup d'inquiétudes. Donc on a décidé de communiquer à partir seulement d'hier. Alors, nous avons fait, je le dis là parce que nous avons fait une erreur, c'est qu'en fait, comme j'avais demandé de ne pas communiquer, on n'a pas communiqué, mais on aurait dû communiquer à la commission santé de la commune, puisque c'est vrai que Céline, elle attendait le feu vert pour communiquer, parce que moi, j'ai quand même eu beaucoup de réticence là-dessus. Sur ce sujet, je ne suis pas réticente, entendez-moi bien, parce qu'il y a la caméra, je ne suis pas réticente à la troisième dose, moi aussi je vais la faire, je ne suis pas réticente à la vaccination, je ne suis pas du tout réticente à ce que l'ARS intervienne, mais j'aimerais bien qu'elle intervienne de façon pérenne et pas 5 heures une fois de temps en temps, parce qu'on ne sait pas si elle revient. Donc voilà, donc je suis un petit peu inquiète sur ce sujet, donc je tenais quand même à faire le point ce soir, parce que j'ai entendu beaucoup de choses autour de ce sujet. Ce n'est pas un centre de vaccination, ce n'est pas un centre de vaccination communal, ce ne sont pas les professionnels de santé locaux qui sont présents, c'est une équipe mobile de l'ARS qui vient très rapidement, 5 heures, pour vacciner ceux qui vont pouvoir vacciner, informer sur la troisième dose, et ils s'en vont. Donc nous, on est toujours à travailler avec les professionnels de santé pour essayer d'avoir un centre de vaccination plus pérenne. Mais je rappelle que de toute manière, la troisième dose, aujourd'hui, vous pouvez aussi la faire chez les infirmières, chez les pharmaciens et chez vos médecins. Voilà, donc je voulais poser ça parce que c'est pareil, moi j'étais persuadée, donc je le dis là aussi parce que j'ai entendu ça aujourd'hui, j'étais aussi persuadée que l'ARS aurait prévenu ses professionnels de santé, c'est-à-dire les pharmaciens, les infirmiers, etc. C'est son boulot, c'est l'agence régionale de santé. J'ai appris ce matin que personne n'avait été prévenu. Donc j'en suis désolée et que les professionnels de santé ont pu penser qu'on avait organisé une chose derrière eux sans eux, pas du tout. Nous, la mairie n'a aucune responsabilité sur cette action, c'est l'ARS qui nous le propose. Tant mieux pour ceux qui seront vaccinés jeudi, hein, de toute manière, toute vaccination est bonne à prendre. J'ai juste un peu d'inquiétude sur l'organisation. Mais je voulais quand même éclaircir ce point. Voilà. Je vous propose de passer aux questions. Il faut passer le micro. Il n'y avait pas une autre information qu'avait donnée Fabienne?
réunion préparatoire du projet de territoire, vous avez parlé de 500 000 euros de désavantages et 1,2 million de démolition. Chiffre que vous avez donné à partir. Dans d'autres instances, vous avez évoqué un type de projet excluant l'industrie. Qu'en est-il à ce jour? Votre projet correspond-il toujours à notre vote? Alors, Monsieur Frison, pour être clair, je ne vais pas parler de projet ce soir, puisque nous ne sommes toujours pas propriétaires. Nous avions dit que ce projet devait être fait en partenariat avec les élus et la population, c'est ce qu'on fera. Aujourd'hui, j'ai fait en effet une proposition de chiffrage parce que nous essayons d'avoir des aides financières pour pouvoir monter le projet quel qu'il soit. Et donc, on a déposé je ne vais pas vous cacher, on a déposé un fonds friche qu'on n'a pas réussi à avoir, tout simplement parce que notre projet n'est pas abouti et qu'on n'est pas propriétaire. Donc, on se heurte toujours à la même difficulté. On essaye d'anticiper pour essayer d'avoir des subventions pour nous aider dans notre futur projet. Mais c'est pour ça qu'on a déposé la DETR ce soir. Maintenant, rien n'est défini encore aujourd'hui. Quant aux entreprises et repreneurs qui sont qui étaient avec nous, ils sont toujours plus ou moins avec nous, mais plus le temps passe, plus c'est compliqué. Voilà. Donc, j'ai très hâte de voir cette situation se poser et que nous puissions travailler tranquillement au sein de la mairie et avec la population sur l'aménagement de ce site. En Colcom, vous aviez parlé d'un autre type de projet industriel. Ah non. Non, non, on a toujours dit que sur ce site, on ne voulait plus d'industrie, donc pour le Hante, donc non. Il y a une question, nous avons récemment bénéficié d'une réunion d'information avancée sur le traitement des eaux usées. Cette question fondamentale pour notre environnement va devenir de plus en plus lourde pour les communes et les communautés de communes. Quelle est votre position sur ce choix et quand prévoyez-vous un débat sur cette question? De plus, qu'en est-il de notre réseau, proportion unitaire, les risques de déversement dans le Loire en cas de fortitude? Enfin, à quand remonte le dernier diagnostic global et qu'en étaient les conclusions? Attends, hop là. Monsieur. Mais alors, dans la proportion. Ça ne marche pas. Voilà, fonctionne. Au point de vue de la proportion d'unitaires, on est à 40% et séparatif, on est à 60%. Le diagnostic a été fait en 2018, dans les raisons suivantes, qu'il faut refaire un bac de rétention de 120 mètres cubes. On ne sait pas encore tout à fait où. Il y a une décision qui est prise de refaire une étude, parce que le bac était prévu sur le champ de foire, c'est pas trop sa place. En plus, le poste de relevage au château, il commence à être un petit peu court, il y a beaucoup d'eau qui arrive. Alors c'est pour ça que pour l'instant, l'étude va être relancée, le devis a été signé, l'étude est relancée pour refaire une nouvelle étude où on peut mettre le bac de rétention. C'est 120 mètres cubes quand même. Et surtout, on ne peut pas le mettre n'importe où, parce qu'il faut qu'ils désautorisent. Les odeurs et autres, il faut que ça parte. Et de cela, il faut faire très attention à ce sujet-là. Par contre, le choix après avec la Comcom, ça, c'est autre chose. Lors de cette réunion, c'était quand même un sujet assez lourd. Il y avait des Comcom qui étaient présents pour montrer comment ils avaient fonctionné. Les animateurs auraient dû dire qu'il y avait un gros enjeu des décisions à prendre rapidement, pardon, sinon on avait coincé. Non, mais Monsieur Frison, je suis bien d'accord avec vous. Après, je vous rappelle que cette compétence, elle va basculer intercommunalité d'ici 2026. La compétence va passer intercommunale en 2026. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on réfléchisse quand même à des aménagements. Aujourd'hui, nous avons des budgets sur l'assainissement et sur l'eau. Nous avons prévu des travaux. Tout n'est pas possible parce que je rappelle que la ville du Lude a un réseau séparatif, mais a aussi un réseau unitaire, et un certain nombre de réseaux unitaires sont sous les murs de fondation des maisons. Donc, de toute manière, on ne va pas démolir nos maisons du Lude. Donc, on a cette difficulté-là. On travaille régulièrement, en tout cas pour aménager, et en particulier quand on fait des travaux de voirie, systématiquement, on retravaille l'assainissement et l'eau. Donc, on va continuer à investir. Voilà, et ensuite, j'espère que le projet de territoire qui est travaillé actuellement pour la Comcom va aussi intégrer ces choix de travaux sur l'assainissement et l'eau.
Voilà, ce sont des bonnes questions, mais aujourd'hui, en tout cas, on n'a pas de réponse claire, puisque tout ne pourra pas se faire. Et je rappelle quand même que nous avons, avec le cabinet Faro, nous avons fait des études sur la revitalisation du centre-ville, et que nous avons projeté un certain nombre de travaux sur les places devant la mairie, derrière la mairie, je pense à la place du Mail, je pense à la place du Champ de Foire, etc. Et chaque fois que nous allons faire ce genre de travaux, nous allons retravailler et l'assainissement et l'eau. Donc de toute manière, petit à petit, on va réussir à remettre en état tout notre système qui fonctionne. Hein. Néanmoins, je rappelle quand même que nous avons une station d'épuration qui est largement surdimensionnée par rapport à nos habitants. Donc on n'a pas cette difficulté de traitement, en tout cas, des eaux. Voilà, donc j'espère que j'ai à peu près répondu à votre question. Maintenant, il faut qu'on y travaille aussi avec la communauté de communes, puisque la compétence va y basculer à un moment donné. Donc je pense que toutes les communes, ce sont des sujets, parce que ce sont des sujets très coûteux. Eh oui. On ne sera jamais à 100% séparatif. Non, on ne sera jamais à 100% séparatif, mais on le sait. C'est pas possible. La sorte de la du Boulodrome, du produit d'eau en plein construction, on a déjà dessus. Y a-t-il un risque de rupture? Et le produit posé, pratiquement une situation tout bien, spécification première dans les deux. Ça va, c'est mon fil. Alors, pour répondre à votre question, au niveau du Boulodrome, le procès-verbal de réception de l'ouvrage. Puis attends, moi je casse tout. Voilà. Donc, le procès-verbal de la réception de l'ouvrage a été signé la semaine dernière pour intervention de l'entreprise demain matin. Alors, sur ce procès-verbal, normalement, il devrait intervenir sur un nettoyage au niveau des lisses, des angles du bâtiment qui sont sales, le serrage justement de la toiture qu'ils devront revoir, l'installation de 2 grilles de ventilation qui n'ont pas été mises lors de la construction et la remise en état du terrain. Normalement, ils interviennent demain matin. Et je vous invite tous, vendredi 10, à l'inauguration à 18h du Boulodrome. Merci Laurent. Je peux donner le micro à monsieur Ali pour la construction. Ah non, c'est pas ça. On est là. Le fil va être trop court. Sinon, vous n'avez pas donné le micro à votre personne. Je sais pas où est-ce que... Serait-il possible d'avoir une liste à jour des bâtiments communaux? Et serait-il possible, dès les conditions sanitaires le permettent, d'organiser une visite, notamment à la station d'épuration, le côté, etc. Je repasserai le micro à M. Tricot pour la station d'épuration, mais concernant les bâtiments, ils sont tous référencés sur un catalogue qu'on a en mairie. Et vous pourrez le voir quand vous voudrez. Après, on le met à jour en fonction des achats, des acquisitions et des ventes. Et tout. Je veux dire que il existe ce catalogue, il est en mairie. Hein, c'est M. Champy qui l'avait créé et on essaie de l'actualiser au fur et à mesure. Ouais. Il est en numérique et en papier. Donc, voilà. On ne peut pas l'envoyer parce que vu la taille. La petite boîte que j'ai cassée. En fait, vous aviez eu un listing des bâtiments. Là, aujourd'hui, on a créé, en fait, parce que ça ne nous suffisait pas, le listing. Donc, aujourd'hui, on a créé un fichier où on a les bâtiments, les photos des bâtiments, les différents travaux qu'il y a eu sur les bâtiments, des photos avant-après, ceux qu'on a vendus, qu'on a gardés, ceux qu'on a rachetés, enfin, etc. On essaye d'avoir un classeur à jour parce que même moi, je m'y perdais. Donc, ce classeur, il est disponible là, il est numérisé, mais par contre, on est dans l'incapacité de vous l'envoyer parce qu'avec toutes les photos, c'est beaucoup trop lourd. Non, mais ça, j'entends bien. Simplement, moi, quand j'ai été élu il y a 7 ans, j'avais été très surpris du nombre de qu'une commune avait à gérer. Oui. Moi, je pensais que la mairie, et puis voilà, ça a été technique, et puis j'imaginais pas la liste de bâtiments que la commune gère, entretient, chauffe, etc.
Tout à fait. Et en tant qu'élu, je trouve que c'est important de se rendre compte et de savoir ça. Oui, oui. Mais le catalogue, il est à disposition quand vous voulez. Et puis, mais par contre, on n'a plus de listing Excel tel qu'on l'avait, puisqu'aujourd'hui, ce sont des fiches par bâtiment, en fait. On essaye de suivre sur les... Et puis, on fait des photos pour pouvoir suivre les travaux. C'est pour signer. Que devient le projet d'habitat traditionnel? Nous avons acheté un bâtiment depuis plusieurs années. Vous avez fait un fameux bâtiment Alors, lors de la dernière commission santé et solidarité le 19 novembre, Monsieur Frison, si vous vous souvenez, j'avais invité toute la commission à venir visiter la maison Labbé. Vous n'êtes pas venu, donc vous n'avez pas pu voir si ça s'abîmait. Oui, mais vous ne pouvez pas voir si ça s'est abîmé depuis. Vous n'êtes pas venu. La maison, actuellement, elle n'est pas abîmée, l'intérieur. Et en plus, j'en avais déjà parlé, mais nous sommes en attente de la révision du PPMRT. J'ai réussi. Donc, pour le moment, on ne peut rien faire. Là, on n'a pas le choix. Le plan régional des mouvements de terrain. Le bâtiment Labbé est sur la zone rouge du PRNT, comme est la rue Parc, etc., si vous en souvenez. Et comme on est en situation de mouvement de terrain, nous n'avons aucune possibilité. Alors, nous pouvons démolir, nous pouvons reconstruire sur un bâtiment existant, nous n'avons pas le droit de construire du neuf, on n'a pas le droit de construire sur les autres terrains en fait, de cette surface. Donc aujourd'hui, la révision du PRNT est lancée au cas de la préfecture. Malheureusement, ça durera au moins 2 ou 3 ans. Le temps qu'on ait les autorisations, pour l'instant, moi j'ai demandé à Céline, et c'est ce qu'elle fait aussi avec la commission, c'est de réfléchir à ce qu'on pourrait faire. Sur Monsieur Frison en fait partie du groupe. Voilà, je sais que vous faites partie du groupe, de réfléchir, mais pour l'instant, on ne fait que réfléchir. Parce que, on n'a pas la possibilité de faire les travaux, et de deux, je rappelle quand même que ce projet, on souhaiterait avoir un investisseur qui nous aide. Parce que là, financièrement, c'est très lourd. Donc voilà, pour l'instant, ce bâtiment, il est en effet non occupé. Il est assuré, non occupé. On essaye de l'entretenir à l'intérieur parce qu'il y a quand même du terrain. Et puis, on a quelques bâtis en mauvais état qui remontent en fait vers la rue des Croissants, etc. Et qui on démolira à un moment donné ou à un autre. Mais de toute manière, même si on démolit, on n'aura pas le droit de reconstruire tant qu'on n'aura pas la révision du terrain. Il y a un beau projet. Ah, mais il est toujours là, le projet, mais sauf qu'on n'a pas d'autorisation de le faire. Je parle en termes d'urbanisme. Hein. Voilà, on est coincé. Nous avons pu remarquer aux informations l'initiative des collectivités ont proposé des fonds de travaux pour l'électricité du gaz, permettant des économies importantes et une lisibilité sur la chaîne de problème de ressources, du coût d'énergie. Pensez-vous possible des initiatives pour nos communes ou au niveau de la communauté de communes? Alors, Monsieur Frison, aujourd'hui, en termes de gaz et d'électricité, nous sommes en groupement de commandes avec l'intercommunalité. On l'a voté à l'intercommunalité, on l'a voté en commune. Ah, alors pour les particuliers, donc c'est le même système que la mutuelle communale, sans doute, que vous voulez proposer, c'est-à-dire on a un contrat et on propose des tarifs. Donc là, c'est avec le CCAS, c'est une proposition qui devrait être faite au CCAS et travailler en CCAS. Et après, présenter au conseil municipal, pourquoi pas. J'ai pas de... Ça fait partie du travail du CCAS. Voilà. Donc, poser la question à la prochaine réunion du CCAS pour qu'ils puissent se renseigner. J'ai pas de... Voilà, pas d'opposition particulière sur ce sujet. Pas de souci. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose donc de clore ce conseil municipal. Je vous en remercie et je vous souhaite une très bonne soirée.